Qu'est-ce qui explique l'accord OPEP-non OPEP? Pour comprendre cet accord, il faut remonter à 2014, au moment où les prix se mettent à baisser assez fortement, puisqu'on partait d'à peu près 100 $ le baril et on est tombé à un point bas aux alentours de 30. On a pensé à cette époque que l'Arabie Saoudite s'attaquait aux États-Unis. Ma perception est un peu différente. En fait, l'OPEP, et au cœur de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, n'avait pas les moyens d'intervenir sur les prix. Pour avoir un ordre de grandeur, la production quotidienne est d'environ 90 millions de barils. Sur ce total, l'OPEP ne pèse que 30 millions, de l'ordre d'un tiers, et l'Arabie Saoudite un tiers de ce tiers. Donc il était très compliqué dans un environnement dans lequel il y a du pétrole partout, et très largement au-delà de l'OPEP, et notamment aux États-Unis. Et dans un environnement également dans lequel la demande des pays émergents, et notamment de la Chine, était moins dynamique. Donc on a pu considérer que l'Arabie Saoudite voulait s'attaquer aux États-Unis. Moi, ma perception, c'est que l'Arabie Saoudite et plus largement l'OPEP n'avaient plus les moyens de réguler le prix du pétrole. Et donc il y a là une volonté, en élargissant cet accord à d'autres acteurs, et en particulier la Russie, de recréer du pouvoir de marché. Il y a eu en septembre une conférence à Alger, multipartie, où il y avait l'OPEP et un certain nombre de pays non-OPEP, dont la Russie. Et que ce qui s'est passé avec les prix, la chute des prix à 30-40 $, c'est que c'est dramatique pour un certain nombre de pays, OPEP ou non-OPEP. Donc ce sont des déséquilibres économiques, macroéconomiques, des déséquilibres fiscaux, des déséquilibres budgétaires qui sont insupportables pour un certain nombre de pays. Par rapport à l'Arabie Saoudite, qui elle a des réserves considérables dans lesquelles elle peut puiser pour réduire ces déséquilibres. Et donc ceci a donné lieu à une espèce d'accord de principe à Alger en disant on va essayer de proposer une réduction de production par les pays de l'OPEP et par certains pays non-OPEP, parmi lesquels, bien sûr, il n'y a pas les États-Unis. Donc, on arrive en novembre, où il y a effectivement une confirmation avec des réductions de production qui sont quand même assez peu importantes. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat tangible parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent. Donald Trump peut-il modifier ce nouvel équilibre? La volonté de Donald Trump est de faire du nationalisme économique dans beaucoup de domaines et également en matière énergétique. Et donc sa volonté de relancer la production de pétrole et également la production de gaz par ailleurs va plutôt à l'encontre des efforts qui sont faits par l'OPEP et les non-OPEP et notamment la Russie pour soutenir les cours. Pour avoir un ordre de grandeur, l'effort conjoint OPEP-non-OPEP doit conduire à réduire la production quotidienne de l'ordre de 2 millions de barils. Et la volonté par ailleurs de Donald Trump de relancer la production va sans doute tirer vers le haut la production aux alentours d'1 million de barils, peut-être plus. Donc ce qui va naturellement et mécaniquement à l'encontre de cet effort de régulation des prix. Et puis par ailleurs, un des enjeux est de parvenir à faire respecter au sein de l'OPEP en particulier les engagements de production qui sont pris par chacun des membres. Et c'est extrêmement difficile d'imaginer que chacun va respecter ses quotas. Considérons par exemple le cas du Venezuela, qui est au bord de la banqueroute et qui aura sans doute des tentations de produire plus que ce qui lui a été alloué dans un contexte où son voisin du Nord, les États-Unis, appelle à forer à tout va. À mon avis, non, parce qu'on a deux phénomènes. On a le premier phénomène qui est quand même nouveau, c'est que aujourd'hui, les 3 premiers producteurs mondiaux de pétrole, c'est États-Unis, Russie, Arabie Saoudite, avec entre 9 et 12 millions de barils jour chacun, quelques petites fluctuations. Là-dedans, on a des pays, comme les pays de l'OPEP, qui, eux, peuvent réguler leur production, ce qui n'est absolument pas le cas des États-Unis. La production pétrolière américaine, elle est entre les mains de plusieurs centaines de compagnies qui sont relativement indépendantes par rapport à Washington. Donc les États-Unis ne peuvent pas s'engager dans un phénomène de réduction de la production. C'est chaque compagnie qui décide ce qu'elle peut faire en fonction des prix et de son propre équilibre financier. Donc c'est pour ça que je dis que Donald Trump ne me paraît pas avoir le pouvoir d'influer de façon significative sur la production et sur les prix. Donc, ce que l'on sait, c'est que, les États-Unis ont un rôle important dans l'équilibre physique global,
Deux, c'est qu'à mon avis, ils n'ont pas le pouvoir d'influer sur la régulation. Et que trois, ils ont quand même des réserves importantes qui leur permettent de s'adapter. Avec une très grande capacité d'adaptation que n'ont pas les autres industries pétrolières internationales. Quels enseignements pour les Européens ? Pour les Européens à court terme, finalement, il y a toute une série de raisons de se réjouir parce que finalement, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il n'y a pas de connivence énergétique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les intérêts sont même antagoniques, à la fois au point de vue pétrolier, mais également au point de vue gazier. Très concrètement, tout baril de pétrole qui sera produit outre-Atlantique ou tout mètre cube de gaz qui pourra arriver vers l'Europe va concourir à tirer vers le bas le cours du baril et le cours du mètre cube de gaz. Tout ça nous est plutôt favorable. Néanmoins, nous devons observer et nous rappeler dans ces circonstances que nous sommes une puissance mineure en matière d'énergie fossile puisque nous constatons les variations de prix sans pouvoir agir sur ces variations et tout cela doit nous encourager plus encore à nous engager dans la transition énergétique, c'est-à-dire dans tous les efforts qui vont conduire à promouvoir des filières sobres en carbone en substitution des filières d'énergie fossile. À mon avis, les enseignements à tirer, ils sont assez minces parce qu'ils renforcent des idées qui sont déjà partagées par la plupart des pays européens. Première chose, être moins dépendant du prix mondial du pétrole, ce qui est quand même le cas puisque nous avons des systèmes fiscaux et des systèmes de prix et de réglementation qui fait que quand le prix du pétrole brut double, le prix de l'essence ne double pas. Donc il y a déjà un effet d'atténuation qui est déjà très développé. Deuxièmement, il faut diversifier notre mix énergétique, c'est-à-dire essayer de réduire la part des énergies fossiles et polluantes pour faire place à davantage de renouvelables et d'efficacité énergétique. Parce que là encore, on est sur un domaine où, en termes de circulation, en termes de chauffage, en termes de production d'électricité, il y a des économies à faire pour les pays européens.